Voilà, l'enregistrement est débuté, donc tout va bien. Bien, alors, bienvenue à toutes et à tous. Cette année encore, nous lançons comment dirais-je, la campagne des webinaires sur les Guérac et on commence dès aujourd'hui avec le premier webinaire qui nous réunit autour de la formation d'ingénieur mécatronique process assistance aux véhicules. On a prévu une petite heure, questions comprises. S'il y a des questions, merci aux enseignants de nous lever la main et de relayer les questions qui seraient à poser pour nos jeunes qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On a autour de la table Monsieur Roux en tant que directeur général du KIRAC, Monsieur Thielon qui est chargé de relations avec l'entreprise qui interviendra aux côtés de Monsieur Chou qui est lui chargé de la vie étudiante et du développement à Guyancourt, Madame Clerget est là parmi nous en tant que responsable des formations supérieures sur le site de Guyancourt. Nous accueillons, et encore une fois, merci à M. Soriel Hugo depuis votre entreprise, je pense, hein, en en tant que jeune étudiant de troisième année de la promotion 16, 17, 16 peut-être. Et on vous accueille, vous, Monsieur Florian Damas. Vous êtes un jeune ancien du Guirac, puisque vous êtes passé par la promo 14 de la formation d'ingénieur. Donc, vous êtes sorti diplômé il y a 2 ans, 3 ans, dites-nous. Il y a environ 2 ans. Voilà. Ça Donc, il y fait a... 1 an et demi. OK. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci pour votre disponibilité et merci aux uns et aux autres de nous avoir rejoints. Mais écoutez, avant d'entamer la présentation de cette formation, je laisse la parole à Monsieur Roux pour quelques mots d'introduction. C'est à vous, Monsieur Roux. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'intervenir dans ce webinaire, notamment pour rappeler que cette formation d'ingénieur, c'est une formation d'ingénieur qui s'est construite en fait en co-construction avec un partenariat avec le CNAM, le CNAM et le GARAC, et depuis une initiative qui a été lancée par la profession. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été des enquêtes qui ont été administrées au sein des services après-vente et qui ont donné lieu à un besoin qui était naissant, et parce qu'il faut rappeler que cette formation a été créée en 2008. Donc autant dire qu'elle a déjà, je dirais, même si elle est très jeune pour une formation d'ingénieur, puisqu'il y en a bien sûr qui sont beaucoup plus anciennes que celle-ci, c'est une formation qui était en prospective, qui allait de l'avenir. Et aujourd'hui, au début, on pouvait se poser peut-être la question de la présence ou pas d'ingénieurs dans le domaine après-vente, mais c'était une demande qui avait été faite notamment par les constructeurs en disant, compte tenu des objets qui n'ont pas cessé d'évoluer, et on le voit aujourd'hui, j'ai envie de dire, que ce soit sur les dernières nouveautés, mais tout ce virage en fait qui est en train de prendre la mobilité et l'automobile en général, ce virage en fait a été, je dirais, anticipé, et la profession s'est dotée effectivement d'une formation d'ingénieur qui permet donc de mettre des hommes et des femmes dans les entreprises, des groupes de distribution, notamment des services après-vente, qui ont la possibilité d'échanger, de dialoguer avec les ingénieurs de conception. Donc, c'est ce qui permet aussi de nourrir le réseau et d'avoir le même discours. C'était une demande des constructeurs au départ, et les services après-vente ont su fournir, je dirais, une belle réponse, puisqu'aujourd'hui, il y a une belle attractivité et une insertion professionnelle en fait garantie, hein, on peut le dire comme ça, sur les domaines après-vente, puisque bon nombre d'entreprises ne cessent de nous en demander. Alors, je parle sous le couvert de Thierry Thiolon, mais qui aura l'occasion d'en parler, parce que c'est vrai que de plus en plus, quand on organise des rencontres avec les entreprises, pour les speed meetings ou en tous les cas les phases de recrutement, on a de nombreuses demandes qui apparaissent. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Il ne suffit pas de créer une formation et de diplômer des jeunes, c'est surtout qu'ils soient insérables, insérés, et puis qu'on ait créé quelque chose qui évolue. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque cette formation est revue régulièrement avec le CNAM et par la commission des titres d'ingénieur, justement pour la faire grandir et la faire évoluer de façon permanente. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'était au moins les premières informations qui me paraissaient indispensables. C'est que c'est une formation créée par la profession, pour la profession.
à la demande de la profession. Donc, on est vraiment dans notre domaine, puisque on est avant tout une école de la branche, hein. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir retracé la genèse de cette belle formation. Alors, juste un détail avant que je ne commence à poser quelques questions à Mme Clerget, parce qu'on a tous hâte d'avoir des informations complémentaires. Juste, je sais que certains enseignants sont en salle avec beaucoup de jeunes. Si vous pouviez juste couper les micros quand on s'exprime pour qu'il n'y ait pas trop de Larsen qui reviennent. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros et à lever la main pour prendre la parole. Alors, bah, écoutez, on lance tout de suite un peu, on rentre dans le vif du sujet et je m'adresse à vous, Madame Clerget. On a tout de suite envie de savoir un peu quel est le contenu de cette formation, quels sont les objectifs de la formation, quelle répartition entre le temps Guérac et le temps CNAM, puisqu'on sait que c'est une formation qui est dispensée en lien avec le CNAM. Est-ce qu'il y a une spécialisation? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Comment se passent les cours? Euh, Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des dossiers à rendre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout cela? Alors, on va essayer d'être succinct parce que c'est beaucoup de questions. Il y a effectivement résumé 3 ans de formation assez intensive sur quelques minutes. Donc, en fait, formation d'ingénieur sur 3 ans, 1800 heures de formation, 600 par an, divisé en semestres, puisqu'on est sur le protocole de Bologne, donc avec des ECTS. C'est un diplôme qui est valide dans toute l'Europe. Ce qui est donc important pour la mobilité, qui fait aussi partie intégrante de cette formation. Sur la partie académique, on a bien entendu des cours très orientés scientifiques et techniques, puis aussi tout ce qui est partie culture d'entreprise orientée après-vente automobile, comme l'a bien précisé M. Roux, c'est à la demande des professionnels pour les professionnels. Donc, à travers cette formation, on essaye de regrouper tous les domaines de l'automobile avec un grand A, c'est-à-dire le 2 roues avec les 2 représentants que vous avez de chez Yamaha, le 4 roues et bien entendu tout ce qui est bus et car et camion. On a aussi ouvert cette formation à des prestataires de sociétés d'ingénierie qui travaillent pour notamment les constructeurs français, Renault et Stellantis, puis aussi tout ce qui est agricole. Donc, c'est une formation qui devient très large au sens propre sur tout ce qui est véhicule roulant, on va dire, sur la route. Ensuite, au sein de la formation, eh bien, on a un accompagnement tout au long de la formation par un tuteur académique qui va suivre l'apprenti sur ces 3 ans. Pourquoi? Puisqu'en fait, comme c'est une formation en apprentissage, il y a donc des visites en entreprise tous les semestres, minimum une, voire plus au besoin. Et vous avez aussi sur la partie professionnelle une validation chaque année d'un projet que l'apprenti doit présenter en fin d'année. Sur la première année, on va s'orienter plus sur la qualité. La deuxième année, sur un problème un peu plus technique et prendre de la hauteur et avoir une approche transversale des problématiques que peut rencontrer l'entreprise, l'apprenti et l'entreprise. Et enfin, la dernière année qui va clore les 3 ans de formation, c'est un mémoire d'ingénieur. Donc, ce qui permet au tuteur académique d'accompagner chaque apprenti aussi bien à l'écrit et à l'oral pour ses rapports, de manière notamment à arriver avec un mémoire de bonne qualité et puis qui va pouvoir valider cette formation. Donc, tout au long des 3 ans, il y aura d'autres projets aussi qui vont rentrer en ligne de compte, puisque vous allez avoir un petit rapport d'étonnement pour essayer de comprendre comment fonctionne la formation, votre entreprise, pardon, sur le premier semestre. Vous avez aussi quelque chose qui vous oriente sur la partie technique avec information et communication sur l'ingénieur qui peut être partie intégrante du mémoire d'ingénieur. Et on a aussi une grosse partie, la commission des titres d'ingénieur qui habilite le CNAM pour ces diplômes-là, donc demande à toutes les formations d'ingénieurs d'avoir une mobilité internationale de 9 à 12 semaines. Donc nous avons des alternances qui sont de 3 sur le premier semestre, un mois, et le deuxième semestre pour toutes les formations. On a 2 plus grosses périodes académiques de façon à pouvoir permettre de positionner cette mobilité à l'international. Donc, on n'a pas eu le choix que de découper la mobilité en 2 parties, donc 4 semaines en deuxième année et 6 semaines en troisième année. Sur la deuxième année, ça fait partie du rapport de fin d'année. Par contre, pour la mobilité de troisième année, il est demandé aux apprentis de nous présenter ce qu'ils ont fait en entreprise, l'entreprise et aussi la partie culturelle, puisque c'est une ouverture d'esprit.
Tout ça aussi dans le but d'être diplômé. Pourquoi? Puisque la CTI demande aussi, pour valider ce diplôme d'ingénieur, d'un niveau B2 en fin de cursus. Donc, ça représente 785 au TOEIC, ce qui vous permet aussi, quand vous êtes en mobilité, de pouvoir échanger dans un pays, dans une langue étrangère. Alors, pas forcément en Angleterre, mais en Allemagne. Il y a des systèmes de bourse qui sont aussi expliqués quand vous êtes dans la formation. Donc, ça vous permet d'avoir une culture autre que la culture française et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et certains des apprentis, suite à cette mobilité, sont partis travailler à la fin de leur cursus dans leur entreprise de mobilité. Les postes qu'on peut trouver en sortie, on va avoir, comme elle a été faite pour la promotion, pour la profession, pardon, ça va être responsable après-vente, adjoint, responsable après-vente, tout dépend de la taille de la concession. Vous pouvez aussi travailler sur la partie sécurité, la partie qualité de ces groupes. Ensuite, on a la partie assistance technique, par exemple, aussi bien dans la partie camion, voiture ou moto. Et là, vous aurez Hugo et Florian qui vous en diront bien plus. Vous avez aussi, vous pouvez très bien travailler dans les domaines de la formation, travailler comme chef de projet chez des prestataires pour des constructeurs français ou étrangers. C'est une formation qui va vous donner la partie technique et la partie culture d'entreprise et qui va pouvoir vous ouvrir différents diplômes et différents types d'entreprises que vous pouvez viser à la fin de ce diplôme. D'accord, très bien. Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, vous avez J'ai été très exhaustif, mais forcément, ça amène quelques questions. Vous avez parlé de spectre large d'entreprises et vous avez commencé à un peu expliquer les choses. Donc, si j'ai bien compris, on peut être en entreprise, véhicule particulier, Oui. transport poids lourd, moto, puisqu'on a deux personnes du monde de la moto. La question qu'on peut avoir, il y a d'autres domaines où c'est vraiment ces véhicules roulants là, pas d'aviation, pas de batterie, pas de naval. Non, 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 c'est tout ce qui peut rouler sur la route, y compris donc le milieu agricole. D'accord. Vous avez aussi parlé de stage à l'étranger, on a bien compris, 4 semaines puis 6 semaines. Quel type de pays est-ce que faut que ce soit un pays de l'Union européenne, de l'Europe? Est-ce qu'il faut forcément que ce soit anglophone? Vous pouvez nous en dire plus? Alors, tout dépend un petit peu des moyens financiers, puisqu'on a l'aide de la NFA pour tout ce qui est pays Europe et qui ont été ouverts cette année, en plus à la Suisse et au Royaume-Uni, ce qui était fermé auparavant. Ensuite, suivant les OPCO dont font partie les entreprises, il peut y avoir aussi un financement et pour certains, un financement international. Ensuite, quand vous êtes chez un constructeur, l'idéal, c'est que l'entreprise aide l'apprenti à trouver son stage, puisque ce n'est pas forcément chose aisée, puisque ça peut être une période un petit peu délicate ou une période de congé pour les entreprises à l'étranger. Donc, il faut essayer de s'entourer de son entreprise pour trouver un stage, même si nous avons un fichier qui permet d'avoir les anciens stages, mais c'est à l'apprenti de trouver son propre stage. D'accord, très bien, merci. Donc on l'a bien compris, ça ne se limite pas à l'Union européenne, ça s'étend à l'Europe. On peut Oui, partir par exemple en Roumanie ou dans d'autres pays de l'Europe qui ne soient pas forcément l'Union européenne, si j'ai bien compris. oui, tout à Ok, fait. Après, certains peuvent partir au Japon, aux États-Unis, suivant avec une aide de leur entreprise aussi ou de l'aide de l'OPCO. C'est vraiment du cas par cas. Et puis aussi du choix de l'apprenti. merci. Alors, vous nous avez parlé du après. Je vous propose qu'on se focalise un peu déjà sur le début de la formation et la question qu'on a envie de vous poser, vous avez commencé à y répondre, la typologie des entreprises d'accueil. Et là, je m'adresse plutôt à Monsieur Tchelon et à Monsieur Chou. Vous avez des exemples de typologie d'entreprises qui peuvent accueillir un jeune en formation d'ingénieur. Et après, promis, on vous laisse la parole parce qu'elle est fortement attendue à nos anciens ex-jeunes, anciens apprentis, à notre apprenti de maintenant. Mais avant toute chose, Monsieur Thelon, Monsieur Chou, quel type d'entreprise peuvent accueillir nos jeunes sous la forme d'alternance? Donc, les types d'entreprises vont être ce qu'on appelle en amont et en aval. On va être sur des groupes de concessions que vous devez connaître. On va être chez des constructeurs, des équipementiers, des prestataires de services. Ce sont des sociétés qui travaillent pour les constructeurs sur des projets transverses. Et ça, comme vous avez pu comprendre, sur toute la filière auto, moto, transport routier. Et dans le transport routier, vous avez aussi bien la voiture, le poids lourd, l'urbain, dans tout ce qui est car et bus, ainsi que l'utilitaire. Donc voilà, aussi bien en amont qu'en aval.
D'accord. Et alors, pour quel type de mission au départ? Peut-être que vous pouvez nous en parler l'un et l'autre, Madame Clerget, Monsieur Tulon. Est-ce qu'il y a les missions sont déterminées? Si oui, comment? Et comment se fait le suivi? Parce que, voilà, on rentre au CFA, Gara, CNAM, on cherche l'entreprise, on la trouve. Et comment se fait le suivi des missions et quelles sont les missions qu'on doit y mener? Est-ce qu'il y a un cahier des charges spécifique? Alors, au niveau entreprise, souvent, majoritairement, c'est l'entreprise qui a un projet. Si je prends un groupe de concession, par exemple, ça peut être un projet d'amélioration des process au sein du groupe sur les différents sites. Chez un constructeur, ça peut être soit au département formation pour améliorer les plans de formation, ce qu'ils appellent l'ingénierie des formations. Et si c'est chez un équipementier, ben, ça peut être justement sur tout ce qui est un peu nouvelle énergie, nouvelle technologie, par rapport à travailler en lien avec les constructeurs. Et si c'est dans l'urbain, ça peut être toute la partie de transition énergétique et travailler justement sur la transition des véhicules en passant du thermique à l'électrique ou au gaz, par exemple. Tout dépend, je dirais, des contraintes des municipalités et des collectivités aussi, bien sûr. Et je ferai un point dans le cadre de l'entreprise au niveau de l'apprentissage. Tous les ans, nous organisons un job dating, c'est-à-dire que dès que les, vous avez validé votre admission, on va dire, automatiquement, on vous met en relation avec des entreprises. Je précise, elles ne sont pas que Île-de-France, ce sont des entreprises au niveau national. Donc, on est plus sur des profils d'entreprises qui ont vraiment, vous avez pu comprendre, sur un besoin. Et vous, quand vous rencontrez les entreprises, l'idée, c'est de voir un petit peu quel est le projet qu'on vous propose, et pas forcément un projet à la maison, mais ça peut être peut-être dans le Pays Basque, parce que le projet est intéressant. D'accord, très bien, merci. Alors, on reviendra un peu plus tard hein, sur les conditions d'admission. Madame Clergy, je reviendrai vers vous pour vous poser un peu la question de savoir comment ça se déroule. Mais tout de suite, je vous propose de céder la parole. Alors, on va peut-être commencer par vous, Hugo, et puis ensuite, on laissera la parole à Monsieur Damas, hein. Juste nous dire un peu qui vous êtes, votre parcours. Enfin, on n'a pas échangé ensemble, mais je vous ai un peu demandé de préparer votre intervention pour que vous puissiez un peu nous expliquer autour de plusieurs questions, votre présentation, ce que vous faites, quelle année vous êtes, votre entreprise d'accueil et tout un tas de points qui peuvent intéresser nos auditeurs aujourd'hui. Donc, moi, je me présente, donc Monsieur Hugo Soriol. Je suis en troisième année donc, de formation d'ingénieur dans l'entreprise donc, Yamaha Motor France. Mon parcours, donc, j'ai fait un bac scientifique en région parisienne, à Taverny, dans le 95. Venu au Garac ensuite en BTS, donc en section moto. Et j'ai intégré ensuite la formation d'ingénieur à la suite de mon BTS. Au niveau de mes missions dans l'entreprise, donc ça va être. En fait, elles ont été ouais, vraiment segmentées au fur et à mesure des années. Donc, au niveau de la première année, j'ai vraiment été beaucoup plus en relation avec les usines Yamaha, donc, qui sont au Japon, en France, en Italie, en Indonésie, par exemple. Donc, ça va être de remonter les problèmes qui sont du réseau, donc des concessionnaires Yamaha, de remonter les soucis qui vont avoir sur les véhicules et de faire des rapports complets avec analyse de pièces et d'envoyer ces rapports aux usines. Donc l'objectif, ouais, c'est vraiment l'amélioration continue des produits et d'avoir oui, des soucis qu'on va avoir sur des nouveaux modèles et de les régler au fur et à mesure. D'accord. Euh, Durant la deuxième année, j'ai intégré aussi une nouvelle activité pendant mes alternances, donc la relation client. Donc ça va être beaucoup plus, on va dire, ciblé sur une analyse du terrain, donc avec des clients qui vont avoir des soucis avec des concessionnaires, des soucis techniques, et on va devoir gérer ces dossiers-là pour que le client soit le plus satisfait possible. Ok. Très bien. Euh, voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette formation? Si on fait un retour 3 ans en arrière, vous sortiez du lycée, vous faites un BTS cycle et motocycle au sein du Guérac, qu'est-ce qui vous pousse à choisir cette formation? Alors, déjà au lycée, j'ai eu comment dire, j'étais un bon élève, donc on m'a tout de suite poussé vers la filière générale. Et j'avais en première des gros doutes sur la suite parce que je ne voyais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans la moto
parce que c'est ma passion depuis que je suis enfant. Et j'étais pas très bon en rédaction, donc tout ce qui était journaliste essayeur, c'était à mettre de côté. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé bricoler mes vélos, mes motos, etc. Donc je me suis tourné vers la formation de BTS. Euh, Pendant mon BTS, j'ai pu faire de la compétition donc avec National Moto, qui est une concession à la Garenne-Colombes. Donc j'ai fait les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa. C'était un monde qui m'intéressait beaucoup, la compétition, mais j'ai vu la réalité du terrain et ça m'a pas forcément plu. Et donc j'ai voulu par la suite rester toujours dans cette filière technique et, oui, poursuivre mes études pour avoir un niveau technique plus élevé qu'en BTS et pouvoir continuer dans le monde de la moto toujours. Très bien. Merci. Bien, écoutez, merci pour cette première présentation. Je reviendrai vers vous pour des questions. On va céder maintenant la parole à Monsieur Damas. Alors, Monsieur Damas, on va dire maladroitement que vous êtes un jeune ancien de la formation d'ingénieur, puisque vous êtes issu de la promo 14 et vous travaillez, vous aussi, c'est la coïncidence qui fait que chez Yamaha. Peut-être que vous êtes le tuteur de Monsieur Soriol ou pas encore. Non, Non, pas non, pour pas du l'instant. tout. Donc, vous allez à votre tour un peu nous expliquer votre parcours d'avant la formation d'ingénieur et puis nous dire un peu pourquoi vous avez choisi cette formation et sur quoi elle a débouché. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites depuis ces 2 dernières années? Voilà, autant de questions sur lesquelles on a envie d'avoir des éclairages de votre part. D'accord. Alors, du coup, je m'appelle Florian Damas. Comme Hugo, du coup, j'ai obtenu un bac scientifique avant de m'orienter sur un BTS en maintenance des véhicules moto que j'ai fait au Garac. Et à la suite de mon BTS, j'avais envie de continuer mes études dans le monde de la prévente, sans forcément aller que dans la partie technique, mais vraiment dans l'ensemble de l'activité après-vente. Donc j'ai intégré le Garac à Guyancourt, ce qui m'a donc permis de commencer mes études supérieures. Au début, j'étais en alternance dans une concession du groupe VGRF, Audi. Euh, et au bout d'un an, j'ai eu l'opportunité de changer et de revenir dans le monde de la moto, puisque je suis passionné aussi depuis longtemps. Donc j'ai intégré le service technique de Yamaha Motor France, ce qui m'a permis du coup de faire ce que j'aime. Donc comme Hugo le disait, les missions c'était les mêmes. Ce qui m'a été proposé par l'entreprise, essentiellement de la remontée d'informations techniques, donc le lien avec les usines, faire des rapports techniques en anglais pour permettre de remonter les informations des concessionnaires en fait quand ils rencontrent des problèmes techniques. Donc on envoie les rapports en anglais aux usines. Ensuite on récupère les pièces, on analyse ce qui a été déclaré par le concessionnaire. Et puis ensuite on est en lien avec les usines pour envoyer les pièces pour qu'elles soient analysées. Donc ça c'était la partie alternance. J'avais aussi un peu de relations clients. Et donc après mes études, j'ai été embauché chez Yamaha France directement en CDI. Et donc au niveau de l'activité, c'est toujours un peu les mêmes missions avec plein d'autres activités annexes qu'on a au service technique. Donc toujours des remontées d'informations et la partie relation client qui s'est renforcée depuis que je suis chez Yamaha à plein temps. Et D'accord, donc très bien. j'avais choisi ce diplôme parce que je voulais vraiment aller dans la prévente au sens général. J'ai eu la même expérience que Hugo, pouvoir me rapprocher un peu du monde de la compétition puisque c'est ce qui me passionnait le plus. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce pourquoi je voulais travailler. Donc le diplôme d'ingénieur, ça m'a permis d'ouvrir des portes dans le sens général dans le monde après-vente. Et ensuite, en fonction de l'activité qu'on a en entreprise, on peut se spécialiser en fonction de notre motivation et de ce qu'on aime faire surtout. D'accord, bien, merci. Alors, tout à l'heure, on essaiera de donner la parole aux jeunes qui sont dans les salles
que vous voyez apparaître sur l'écran. Mais avant d'avoir éventuellement une réponse aux questions que vous pourriez, nous, on en a quelques-unes qui, en fait, reviennent régulièrement quand on va voir les jeunes BTS apprentis ou élèves. Vous étiez tous les deux élèves, hein, puisque en cycle et motocycle, il y a pas il n'y a pas d'apprentissage, mais on a aussi des apprentis qui parfois se posent des questions. La première question qu'on a envie de poser, dans quel pays vous êtes allé faire votre stage, tous les deux? On commence par vous, Florian. Vous avez fait votre stage où? Alors pour ma part, j'avais qu'un seul stage de 6 semaines et j'ai été envoyé, c'était un souhait, j'ai été au siège de Yamaha Motor Europe, au service technique. Donc des collègues avec qui on échange déjà au cours de l'année sur les sujets techniques, mais c'était au siège de Yamaha Motor Europe Amsterdam, donc aux D'accord, Pays-Bas. aux Pays-Bas. Très bien, merci. Et vous, Hugo, pareil, vous avez fait les Pays-Bas ou vous avez fait un autre pays pour Alors non, le moi, stage? la première année, du coup, j'ai été en Italie, donc chez Yamaha Motor Italie, donc qui est pareil, une succursale de Yamaha Motor Europe. Donc, je suis resté, comment dire, oui, au niveau de la succursale pour l'instant. Ce qui était intéressant, en fait, c'est que ça nous permet vraiment de voir les méthodes de travail qu'ils ont en Italie et de les adapter à la France. Et ça permet, oui, vraiment de s'entraider. Et l'intérêt aussi de rester dans son entreprise d'accueil, entre guillemets, donc Yamaha, permet vraiment de créer un esprit d'équipe qui aide dans notre travail de tous les jours. Et du coup, pour mon deuxième stage au cours de l'année 2026, je vais aller chez Yamaha Motor Europe, donc à Amsterdam, au Amsterdam service aussi. technique aussi. Ouais. Ok, très bien, merci. Alors, autre question qu'on a envie de vous poser, c'est bah là, vous avez un auditoire, alors vous ne voyez pas tout le monde, hein, mais je pense qu'on doit avoir à peu près une centaine de jeunes dans les salles. S'il y a, allez, deux conseils à donner aux jeunes BTS pour aller en formation d'ingénieur. On commence avec vous, Monsieur Damas. Alors le premier conseil, bah, ça serait d'y aller si on est vraiment motivé, puisque c'est quand même une formation de 3 ans. Donc il faut s'accrocher quand même sur la partie scientifique, avec le rythme entre le CNAM et le GARAC. Donc ouais, avoir de la motivation. Avec la motivation, on s'en sort toujours ou presque. Et le deuxième conseil, c'est de se mettre très tôt à l'anglais. Travailler surtout, bah, comme Madame Clerget le disait, le TOEIC, c'est quelque chose d'important. Souvent, on repousse, mais j'ai pu voir avec des camarades que j'avais dans ma classe que pour certains, c'était compliqué et parfois, c'est même très compliqué si on ne l'a pas au moment où les 3 années se terminent, au moment où on passe notre examen final. On a la possibilité de le passer plus tard, mais c'est très compliqué une fois qu'on n'est plus dans le système scolaire, qu'on n'a plus les cours d'anglais, de pouvoir passer le TOEIC. Donc voilà un conseil important, l'anglais et l'anglais au sens général et le TOEIC euh, à, à travailler le plus tôt possible. Ok, très bien, merci. Et vous, Hugo? Moi, je pense que, comme Florian, je dirais la motivation parce que il faut, comment dire, se dire dès le départ que 3 ans, c'est court dans une vie, mais sur le moment, ça fait long. Et que si on n'a pas la motivation d'aller jusqu'au bout, ça va être très très dur et on va probablement décrocher. Et j'aurais dit aussi comme Florian l'anglais parce que je crois que c'est vraiment l'examen qu'on entend le plus au cours de la formation. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler en anglais dès le départ de mon alternance, donc ça a fortement aidé puisque je l'ai eu en première année le TOEIC et ouais, moi, c'est un stress qui a été tout de suite enlevé, mais pour d'autres qui sont dans ma classe, c'est quelque chose qui est problématique, on va dire. Ok, très bien. Alors ça, c'était les conseils pour ceux qui iront dans le futur. Vous, aujourd'hui, alors à l'heure actuelle ou un peu par le passé, qu'est-ce que vous retenez de cette formation? Quelle plus-value ça vous apporte en ce moment pour vous, Hugo? Quelle plus-value ça vous a apporté, vous, Florian? On vous laisse, Hugo, répondre le premier. Alors, moi, je pense que cette formation, elle apporte énormément de rigueur parce que tout au long de notre formation, en fait, on a des dossiers à rendre et ça fait qu'il faut, dès le départ, se mettre dans un rythme de travail qui est soutenu, on va dire, par rapport au BTS où on avait les deux dossiers à la fin des 2 ans.
on avait un mois à être à bloc et ça pouvait passer. Mais ouais, en formation d'ingénieur, je pense qu'il faut être beaucoup plus, pas assidu, mais comment dire, beaucoup plus organisé, on va dire. Très bien. Mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde du travail, je pense que c'est quelque chose qui est très important et ça permet d'avoir ouais, beaucoup d'anticipation en fait dans les missions qu'on va avoir. D'accord. Donc, si je retiens trois mots, c'est rigueur, organisation et anticipation. Vous nous avez parlé Ouais, des, c'est comment ça. dirais-je, vous nous avez parlé de trois dossiers. Vous pouvez juste nous dire, allez, deux mots des deux premiers dossiers de la première année. De la première année, donc le rapport Oui. d'étonnement et donc, le rapport d'étonnement, c'est vrai que c'est le premier dossier, donc on ne sait pas trop où aller. C'est vraiment, oui, le test. C'est une présentation de l'entreprise, de nos missions. On ne sait pas trop, comment dire, comment jauger si c'est trop, pas assez. Donc, ouais, c'est vraiment le test, mais au moins, ça permet de nous roder et de voir un peu ce qui arrive après pour le rapport de première année qui est intéressant parce que ça relate vraiment nos missions et une observation et une mise en place dans l'équipe qui est intéressante. D'accord. Donc, un dossier, rapport d'étonnement, présentation, je crois que c'est janvier-février. Exactement, ouais. C'était ça. Et le deuxième dossier, qui est plus un dossier diagnostic, mais qui porte sur l'ensemble des champs ou des pans de l'entreprise, hein, à la fois technique, financier, RH et autres. Exactement. Ok, très bien, merci. On vous recède la parole, Florian. Qu'est-ce que vous avez retenu de de votre formation et qu'est-ce qu'elle vous a la plus-value que ça vous apporte en quelques mots? Ce que ça m'a apporté dans un premier temps, savoir travailler en équipe, puisque on a eu beaucoup de projets, de travaux de groupe sur les 3 années. Donc c'est quelque chose que j'applique toujours dans le monde de travail, bah, même avec Hugo par exemple, comme aujourd'hui, moi je suis tout le temps au siège, mais Hugo est là qu'un mois sur deux, donc prendre l'habitude de travailler en équipe et faire comme on peut, par exemple quand il est là, mais aussi avec tous mes collègues du service technique. Donc le travail d'équipe, la rigueur, comme le disait Hugo, et en troisième, je dirais la capacité d'expression orale. Grâce aux 3 dossiers qu'on a, on a des présentations à faire avec un jury où on a plus à peu près 3 personnes minimum et le jury du mémoire d'ingénieur, on peut avoir plus de monde que ça, donc ça nous permet de travailler l'expression orale et ça c'est aussi quelque chose qui est super utile dans la vie professionnelle pour la suite. Ok, super. Eh bien, merci pour vos réponses à tous les deux. Alors, je vais redonner un peu la parole à Madame Clerget et ensuite à Monsieur Thielon, parce que là, vous nous avez parlé de la recherche entreprise. Là, tous les deux, vous nous avez dit, bah voilà, ça se passe comme ça, on donne tel conseil, on retient cela, la plus-value, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, je travaille chez Yamaha Motors, c'est vous, je pense que vous avez envie, Hugo, de poursuivre après chez Yamaha Motors, je pense aussi. Vous avez l'air d'être passionné. Mais je redonne la parole à Madame Clerget. Comment on s'inscrit? Comment se passe l'inscription pour l'école d'ingénieur? Alors en fait, il faut s'inscrire via donc le GARAC, puisque vous êtes tous dans l'école, aussi bien lycée que CFA. Il nous faut une lettre de motivation et un CV. Les bulletins de première année de BTS, c'est le bulletin que vous venez d'avoir du premier semestre de deuxième année. Et ensuite, il va aussi nous falloir un avis rempli par vos différents professeurs et enseignants sur les matières telles que les maths, les sciences, l'anglais et la communication, et surtout l'ACS, matière importante pour laquelle on regarde un petit peu, on regarde beaucoup les notes et les appréciations, et ensuite signé du responsable de la formation. Suite à ça, donc nous avons des dossiers par apprenti, sont sélectionnés ces dossiers-là. Alors, il y a depuis l'année dernière une session de tests écrits. Ce sont des tests de positionnement. La date est spécifiée dans la procédure que vous pouvez trouver. Donc, il sera le mercredi 25 mars au CNAM à Paris. Donc, session de test où ça va être des QCM, maths, sciences, com et anglais, QCM sans calculatrice et sans formulaire. Donc, vous avez de quoi détailler vos calculs pour ces matières scientifiques. Suite à ces tests, eh bien, il y aura un entretien de motivation.
et ensuite un avis du jury favorable ou défavorable. D'accord. Donc, si on fait un résumé, le dossier à remplir sur le site du Guérac avec la fiche de suivi, enfin, elle s'appelle l'avis des professeurs, hein, à bien remettre sur le sujet. Ensuite, une date à retenir, c'est le 25 mars Tout à fait. à Paris. Et ensuite, il y a un entretien avec un jury. Mais pour Oui. si le test, c'est le 25 mars, comment est-ce qu'on sait qui convoqué ou qui va être convoqué? Il y a une date butoir pour les dossiers? Alors, il y a des dates butoirs, il y en a deux pour la première session. Alors, il y en a une, pardon, pour la première session. Et voilà, j'ai un trou qui doit être 13 normalement à mars. peu près le 13 mars, j'allais dire, voilà, c'est à peu près 15 jours avant, le temps qu'on ait le temps de regarder un petit peu tous les dossiers. Les convocations, alors il est à noter que les convocations sont faites par Monsieur Poteau, qui est le directeur de la formation CNAM. Et puis, les résultats sont aussi envoyés par Monsieur Poteau, qui donne ensuite l'avis poursuite pour les entretiens avec la date d'entretien qui sera précisée et l'heure. Si jamais, pour une raison d'indisponibilité, il ne faudra pas hésiter à nous dire que vous ne pouvez pas à cette date-là pour l'oral, puisque ça pourra tomber sur des examens dont on n'aura pas connaissance. Alors par contre, on connaît très bien vos dates de session écrite de BTS, donc vous ne serez pas convoqué pendant ces journées-là. Et ensuite, suite à cet entretien, bah, vous aurez un avis de commission favorable ou défavorable, toujours envoyé par le CNAM. D'accord, donc ça, merci. C'est la première partie, recrutement Guérac. La deuxième partie, recherche d'entreprise. Vos conseils, Monsieur Thielot, on commence à chercher quand? Tout à l'heure, vous avez parlé de speed meeting. Vous avez des dates? Vous pouvez nous donner quelques conseils? Alors déjà, il y a une date à retenir, ce sera le 18 juin, pardon. Pourquoi 18 juin? Parce que, comme disait Madame Clerget, il y a une phase de sélection. Et le fait de passer toutes les candidatures, on tombe à peu près, on va dire fin mai, début juin. C'est pour ça que tout le monde a validé sa candidature, donc il est admissible. Et à partir de là, moi, je peux vous mettre en relation avec des entreprises. Lors d'un job dating qu'on organise, moyenne, vous avez à peu près une quinzaine d'entreprises. Ça représente à peu près une trentaine d'offres d'alternance présentes. Après, il y a toutes celles qui ne peuvent pas être présentes qui recrutent aussi. Vous pouvez commencer, bien sûr, à rechercher des entreprises, mais attention, on ne recherche pas comme quand on recherche un stage en BTS. Ça demande un peu plus de rigueur. La cible des personnes n'est pas la même. C'est pour ça que c'est bien de demander conseil avant et surtout avoir un CV quand même qui c'est très consistant. Et le jour du 18 juin, le matin, il y a un atelier où là aussi on fait un CV vidéo qui vous permet aussi de le communiquer auprès des entreprises, que nous communiquons aussi auprès des entreprises. Ça permet justement déjà de savoir se présenter et les entreprises, elles apprécient énormément ce style de démarche. Donc, au niveau recherche entreprise, en résumé, vous pouvez, mais il faut demander conseil quand même, pas se lancer comme ça. Et deuxièmement, les entreprises présentent le 18 juin, et puis il y en a d'autres aussi après, on communique les CV. Et comme je disais au début, surtout, il faut être mobile, parce que toutes les entreprises, si vous êtes de la région parisienne, ne sont pas toutes de la région parisienne. Et ceux qui sont en province, pareil, pas forcément proche de chez vous. Donc il faut se dire, voilà, est-ce que je suis mobile aussi sur 3 ans? Ok, très bien, merci. Bien, écoutez, là, on est presque à 45 minutes d'intervention et merci encore une fois de votre disponibilité. On est en lien quasiment, peut-être une classe près, quasiment avec l'ensemble des jeunes qui constituent le Guérac, à la fois apprentis et élèves, soit en autonomie, soit sous la responsabilité de professeurs ou formateurs dans les salles. Donc, je vais vous donner l'opportunité, si vous souhaitez, nous faire remonter une à des questions pour qu'on puisse éventuellement y répondre. Donc, la règle, c'est la règle qui s'applique à tous les webinaires. Il y a 23 participants, comment dirais-je, qui sont identifiés sur l'écran. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent remonter des questions? Et si oui, bien, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole et que ce soit audible de tous, parce que la question et notamment la réponse peut intéresser tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions qui remontent spontanément dans les salles? Après, quand il y a pas de questions, ça veut dire, messieurs, mesdames, c'est que ça a été très clair et que vous avez été très bons sur le sujet.
Donc, c'est plutôt une super chose. Et que tout le monde a bien compris et que c'était très clair. Donc, c'est top, ce qui a l'air d'être le cas. Là, on a un premier échange hein, avec deux étudiants, mais je crois qu'il y aura d'autres opportunités d'échange sur la formation. Il y a des manifestations qui sont prévues, il y a des venues qui sont prévues, Madame Clerget, Monsieur Chou. Alors effectivement, il y a la journée porte ouverte sur le site de Guyancourt qui a lieu samedi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir échanger. Il y aura une présentation un peu plus détaillée de la formation et ensuite des apprentis en cours de formation et un ancien apprenti de la promo 11, donc de 2021, qui sera aussi présent, qui pourra échanger avec vous. Je pense que c'est le plus important, c'est l'échange avec ceux qui sont acteurs de cette formation-là et qui vont sans filtre vous dire ce qu'il en est et puis leur devenir, puisque là, bon, Florian aussi, je pense, des nouvelles de ses anciens camarades de promo et Théo qui sera présent aussi et pouvoir échanger sur qu'est-ce que l'on peut faire après au bout de vous, Florian, 2 ans et puis Théo un peu plus d'années. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis ensuite, je laisse la parole à Monsieur Chou qui viendra aussi vous présenter les formations. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, des présentations directement dans vos classes sont prévues, donc plus détaillées sur tout le parcours académique de ces 3 ans de formation. Donc à très vite. Spoil, ce sera début février. Bien, merci pour le spoil. C'est noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions qui émergeraient avant que... bonjour. Alors, j'avais une question. Alors, je l'ai en, comment dirais-je, en version écrite. Donc, je vais pouvoir vous la lire si je le peux. Alors, Normalement. bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut s'inscrire en ingénieur et aussi parallèlement dans une autre formation comme la licence pro OMSA? Alors ça s'adresse plutôt à vous, Madame Clerget, vous, Monsieur Tulon ou Monsieur Chou. Je pense que pour apporter un début de cohérence, ce sont des formations qui sont fondamentalement différentes et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir et qui sont même un peu éloignées. Et ça amène une autre question. Si au test, entre guillemets, au QCM et à l'entretien, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, qu'est-ce qui se passe? Qui souhaite Alors, répondre? Madame Clerget? oui, je vais prendre effectivement la parole. Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs formations, bien entendu, puisqu'on ne sait jamais. Après, il vaut mieux avoir plus de choix que pas de choix. Comme disait Monsieur Kinaer, effectivement, si vous avez un avis plutôt défavorable sur la formation d'ingénieur, nous avons depuis 2 ans ouvert une licence générale sciences pour l'ingénieur qui va vous permettre d'avoir des bases scientifiques et techniques un peu plus poussées pour pouvoir appréhender et retenter la formation d'ingénieur sous un autre format au niveau des tests de positionnement, puisque ce sont les mêmes personnes qui gèrent cette formation-là. Et puisque ça peut ouvrir aussi sur le fait que nous avons un webinaire spécifique à cette licence qui sera présenté jeudi sur le même créneau. Effectivement, donc à vous de spoiler là, le sujet. Effectivement, j'allais venir en conclusion, mais ça fait partie des solutions, entre guillemets, de repli. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit en visio, soit éventuellement par écrit, puisque on a la chance d'avoir les deux? Bien, non. Bien écoutez, vous aurez n'importe comment, vous l'avez noté, hein, des occasions diverses et variées. Alors d'abord, d'avoir des intervenants, je le rappelle, prochaine journée porte ouverte le 31 janvier prochain sur le site de Guyancourt, où vous aurez l'opportunité de rencontrer des jeunes de la formation et des enseignants de la formation, puisque je sais que quelques formateurs seront probablement avec nous, Madame Clerget. Euh, Plusieurs points à retenir en synthèse. Tout d'abord, des modalités d'inscription conjointe au CNAM et au GUERAC, un dossier, l'affiche, l'avis de poursuite d'études, une première session dont la date butoir d'inscription est au 13 mars, le 25 mars, des tests au CNAM et ensuite une réponse. Et les choses se font au fil de l'eau par le biais du directeur de l'école d'ingénieur qui répond en direct par mail aux uns et aux autres. Ensuite, la formation, eh bien, M. Thielon vous a donné
Pour la recherche entreprise, une première date qui est le 18 juin avec un premier speed meeting. Hein. Bien rechercher une entreprise d'accueil sur soit les 2 roues, soit les 4 roues. En tout cas, ce sont forcément des véhicules roulants. Hein. Il n'y a pas d'aéronautique, il n'y a pas de naval. On reste sur poids lourd, auto, moto. La formation sur 3 années avec pour chaque année de formation eh bien, des dossiers à rendre. Merci Hugo pour votre réponse très très précise sur la première année parce que c'est celle qui vient le plus rapidement. Des qualités à avoir. Tous les deux, vous nous avez dit le plus important, c'est l'anglais. Donc, je sais que parmi nous, on a une professeure d'anglais ou deux qui encadre là un groupe. Donc, ça donne d'autant plus d'importance, encore une fois, à l'anglais, puisqu'il y a le TOEIC. Il faut obtenir, je crois, c'est 785 points. Hein, je ne me trompe pas. Sinon, on n'a pas le diplôme plein et entier d'ingénieur. Et puis, des atouts pour la vie à venir. On l'a noté, organisation, préparation, rigueur, sens de l'équipe. Et puis, surtout, une formation qui mène à de beaux métiers. Vous avez vous-même des métiers en main, vous avez commencé à nous parler, vous avez des métiers de passion, donc ça permet notamment d'assouvir ces passions-là dans les 2 roues. Bref, un certain nombre d'informations qu'on souhaitait vraiment vous transmettre ce soir. Et puis, eh bien, terminer par le fait de vous dire que là, ce soir, c'était le premier webinaire d'une longue série de webinaires qui seront mis en place au sein du Guérac. On a commencé avec la formation d'ingénieur. Jeudi soir, ce sera la licence générale sciences pour l'ingénieur. Donc, je vous invite à y participer aussi de manière tout aussi active, à pourquoi pas préparer vos questions en amont pour pouvoir nous les faire passer, soit oralement, soit par écrit. Et puis, terminer ce premier webinaire eh bien, avec de plus sincères remerciements, tout d'abord pour les interlocuteurs qui ont pris du temps sur leur temps depuis leur entreprise. Hein. Merci à vous, Florian. Merci à vous, Hugo. Merci, Madame Clerget, pour la qualité de votre propos et la clarté de votre expression. On a vraiment tout compris. C'était juste top. Merci, Thierry Tulon. Là aussi, très clair, très précis, très synthétique et très efficace. Merci, Monsieur Chou, pour votre participation. On remercie Monsieur Roux qui a dû nous quitter. Et je remercie bien chacun d'entre vous en tant que participant à ce premier webinaire. Et puisque nous ne sommes pas encore le 31 janvier, je terminerai le propos en vous adressant mes meilleurs voeux de santé et de réussite dans vos vies et parmi vos proches. Voilà, belle et heureuse année 2026 et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.